رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين التابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères sœurs de la foi, à l'heure où les chômages bas sont pleins dans notre société, l'entrepreneuriat ou l'auto-emploi s'impose à tous. Mais alors, que comprendre de l'entrepreneuriat? Quelle est sa nécessité? Et surtout, quel est le regard du Coran al-Karim et de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue au Centre de formation professionnelle de l'excellence de Douala. Bienvenue à l'Assemblée générale de la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, Douala 2017. La LICAM qui a, dans le cadre de cette édition, consacré une véritable partie à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat qui, justement, est l'objet de l'entretien de cette autre émission des Vitrines de l'Islam. Vitrines de l'Islam, votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. Rendez-vous du vendredi soir à 16h30 et du samedi matin à 6h30 dans le cadre de la rediffusion. Pour commencer cette émission, écoutons et méditons les versets du Coran al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره وإن الله لقوي عزيز وجب الشكر علينا مدى لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mesdames, mademoiselles, messieurs, frères, sœurs, dans la foi, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum sur ce plateau de Vitrines de l'Islam. Nous l'avons dit, nous sommes au centre de formation professionnelle de l'excellence de Douala. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Nous profitons de l'Assemblée générale de la Ligue des cadres musulmans du Cameroun organisée sur ce site du 22 au 24 décembre 2017 pour enregistrer cette émission. Nous sommes donc en compagnie de plusieurs membres de la LICAM. Nous sommes notamment avec le coordonnateur national, les frères Ismaël Boyomo. Il est aussi entrepreneur, chef d'entreprise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cordo, et merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec nous aussi, frère dans la foi, le frère Hamidou Adamou. Le frère Hamidou Adamou, bien connu dans la communauté musulmane, il est haut cadre d'entreprise. Il est aussi ancien président régional de la Cameroun Muslim Student Union, région de l'Adamawa. Le frère Hamid Adamou est aussi un entrepreneur. Frère Hamid, merci d'avoir accepté notre invitation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cher frère Koiranga, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir de partager avec toi cette thématique autour de l'entrepreneuriat. Avec nous aussi, frère, c'est dans la foi, les coordonnateurs régionaux de la LICAM de l'extrême nord, le frère Abdourahmane Laminba. Le frère Abdourahmane Laminba qui est aussi un cadre. Il est enseignant de langue arabe. Il est aussi entrepreneur. Salam alaikum wa rahmatullah, frère Abdourahmane, et merci d'avoir accepté notre invitation. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir d'être avec vous, frère Koiranga.
Le plaisir est véritablement partagé, certainement avec tous les téléspectateurs qui nous regardent chez eux. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, après donc avoir planté les décors, nous allons véritablement entrer dans le vif du sujet. Nous allons aujourd'hui parler de l'entrepreneuriat. Frère Hamid Adamou, nous allons commencer avec vous. Il faut déjà dire que vous êtes gestionnaire de formation, vous avez été chef d'entreprise à maintes reprises. Quelle est donc la définition de l'entrepreneuriat, la définition scientifique de cette expression? Il faut de prime abord reconnaître qu'il n'y a pas une définition universelle communément acceptée de l'entrepreneuriat, mais on peut le conceptualiser en disant que l'entrepreneuriat est un processus par lequel on identifie une opportunité qu'on développe sous forme d'un projet structuré afin de créer de la valeur. Je parle de la valeur. Cette valeur peut être monétaire, c'est-à-dire financière, lorsqu'il s'agit d'un business proprement parlé. Cette valeur peut être sociale et culturelle, comme par exemple créer une école dans une communauté. Voilà un peu brièvement comment on peut définir l'entrepreneuriat. Frère Hamid Adamou, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat de gauche à droite, que ce soit au quartier, dans les conférences. D'ailleurs, l'entrepreneuriat a fait aussi objet de réflexion dans le cadre de l'Assemblée générale de la LICAM Douala 2017. Pourquoi parler autant de l'entrepreneuriat aujourd'hui? Quelle est la nécessité d'être entrepreneur, frère Hamid Adamou? Il y a plusieurs raisons qui justifient l'entrepreneuriat. Et principalement, si on veut rester collé à la réalité économique, c'est qu'aujourd'hui, la création d'emplois n'est pas suffisante pour que tout le monde soit salarié. Donc, il est important que chacun puisse entreprendre pour s'auto-employer et développer l'économie à son niveau. Ne serait-ce que cet aspect, c'est-à-dire cette gestion de ce phénomène de chômage, justifie largement aujourd'hui qu'on fasse la promotion de l'entrepreneuriat dans notre environnement économique. Alhamdulillah, alhamdulillah, frère dans la foi, l'importance de l'entrepreneuriat n'est plus à démontrer aujourd'hui dans notre société, mais aussi sur ces plateaux de vitrine de l'islam. Nous l'avons dit dans le cadre de l'Assemblée générale de la LICAM Douala 2017, il a aussi été question de l'entrepreneuriat. Frère Ismaël Boyomo, on a l'impression que la LICAM est tournée depuis quelques années vers l'entrepreneuriat. Pourquoi? Alors, premièrement, pour la simple raison que le frère Hamid Adamou tout à l'heure évoquait la question du chômage qui se pose de manière criarde, n'est-ce pas, dans notre contexte. Et nous avons donc une population jeune, formée plus ou moins, et qui a besoin, n'est-ce pas, de se prendre en charge, donc de produire des biens et services pour, n'est-ce pas, résoudre leurs problèmes au quotidien. Nous avons aussi vraiment des problèmes conjoncturels tels que ces situations d'insécurité qui sont, à mon humble avis, causées par le fait que les gens sont désœuvrés, ils n'ont pas de quoi s'occuper, ils sont oisifs. Donc, ça peut être aussi une solution, une panacée pour pouvoir juguler ce problème d'oisiveté, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat aussi peut être une solution pour booster l'économie, c'est-à-dire pour participer au développement, pour aider les efforts, n'est-ce pas, des pouvoirs publics à faciliter, à améliorer les conditions de vie de ces populations, parce qu'il faut le dire, ils n'ont pas toutes les solutions, ils ne peuvent pas employer tout le monde. Donc si les gens détectent des secteurs porteurs et qu'ils essayent de les conceptualiser comme le frère l'a dit, cela peut, n'est-ce pas, produire de la valeur et, n'est-ce pas, apporter des solutions pour le chômage et le développement. À écouter le frère Ismaël Boyomo, la communauté musulmane est aussi interpellée lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, frère Abdourahmane Lamine Ba. Non, frère Koiranga, la communauté musulmane est interpellée quand il s'agit de l'entrepreneuriat. En plus de ce que venait de dire le frère Hamid Adamou et Ismaël Boyomo, j'ajouterais que le fait d'entreprendre, en plus de créer la valeur ajoutée, la richesse, il y a certains secteurs dans lesquels on constate que la communauté musulmane est absente. Il y a des besoins qui sont là, mais qui sont
très peu satisfaits ou pas du tout satisfaits. Donc le fait d'entreprendre permet aussi de couvrir ces besoins dont la communauté musulmane souffre. Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, on fait appel à l'auto-emploi, c'est-à-dire à la recherche des biens matériels. Lorsqu'on regarde les différentes prédications, en tout cas la conception qu'il y a dans la communauté musulmane, on a l'impression que la recherche des biens d'ici-bas est réservée aux autres. Vous nous dites là que frère Abdourahmane Lamine Ba, que les musulmans doivent aussi chercher de l'argent comme les autres et qu'il y a lieu véritablement d'entreprendre. Les prédications n'interdisent pas de chercher de l'argent. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours encouragé les musulmans à être indépendants financièrement, en tout cas matériellement aussi. Si on prend un exemple du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où quelqu'un était venu se plaindre de sa pauvreté dans la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit d'apporter ce qu'il a chez lui. C'était ses ustensiles avec lesquels il se servait. Le prophète a fait une vente aux enchères, lui a donné le produit de cette vente aux enchères, lui a dit va acheter une hache qu'il a apportée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a mis le manche de la hache et puis il lui a dit vas-y, ne reviens que dans 15 jours. Quand il est revenu avec une certaine somme d'argent. Donc c'est pour que le prophète lui a dit, quand il est revenu après ces 15 jours, que ce que tu viens de faire est meilleur pour toi que d'aller trouver Allah subhanahu wa ta'ala avec un visage qui n'a pas de chair parce que tu t'es livré à la mendicité. Ça, c'est dire que l'islam encourage les uns et les autres à être autonomes financièrement. Et il y a certains actes d'adoration qu'on ne peut pas satisfaire si on est nécessiteux, notamment le pèlerinage. On ne peut pas effectuer un pèlerinage quand on n'a pas les moyens nécessaires. La zakat, il faut couvrir les besoins, qu'on dit les besoins incompressibles, et avoir encore des moyens supplémentaires pour pouvoir sortir la zakat. Donc l'islam encourage l'entrepreneuriat. Et comme je disais tantôt dans mon propos précédent, certains besoins comme dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, ce ne sont pas d'autres personnes, d'autres communautés qui viendront les satisfaire pour la communauté musulmane. Il faut que les musulmans eux-mêmes s'y mettent. Il s'agit donc de ça. Notre communauté a besoin d'entrepreneurs. Frère Ismaël Boyomo, vous partagez ces regards du frère Abdourahmane Lamine Ba? Je partage entièrement ce regard-là et cette solution parce que l'entrepreneuriat s'impose comme étant véritablement le rempart, sinon le principal rempart à la résolution de nos problèmes communautaires et même à la résolution des problèmes de notre société tout entière. Parce que dans les pays développés, l'État a mis des instruments institutionnels pour booster, pour amener les gens véritablement à s'auto-employer, donc à devenir des entrepreneurs. Au Cameroun, on va le rappeler, à titre d'exemple, nous avons un certain nombre de projets comme le PIACI, le PAGER-U, qui sont, n'est-ce pas, des outils que les pouvoirs publics ont mis en place pour développer l'entrepreneuriat. Nous parlons actuellement dans un centre de formation qui est aussi un élément pour donner de la valeur, n'est-ce pas, ajoutée aux potentiels entrepreneurs, parce qu'une fois sortis d'ici, ayant déjà une formation, si le besoin se pose dans la société, ils peuvent devenir des informateurs, capitaliser les informations qu'ils ont reçues dans ce centre et se rendre utiles dans la communauté. Barakallahu fik, jazakumullahu khairan, frères dans la foi. Désormais, nous sommes édifiés sur la nécessité d'entreprendre, la nécessité de créer la valeur ajoutée, de créer les entreprises pour notre vie ici-bas et certainement pour la vie de l'au-delà. Nous revenons donc au frère Hamid Adamou. Frère Hamid Adamou, on va rentrer dans la science parce que l'importance de l'entrepreneuriat est déjà définie. Comment entreprendre? Merci, cher frère Koiranga. Effectivement, tu as posé une question essentielle, comment entreprendre. On a justifié amplement la nécessité d'entreprendre, aussi bien pour les musulmans que pour tout le monde. Maintenant, la question, c'est comment entreprendre. Généralement, on admet que pour entreprendre, il faut 3 choses essentielles. Il y a d'abord les idées,
il y a les hommes, ce qu'on appelle les people, et puis il y a le capital. Donc c'est ces trois piliers qui permettent véritablement d'entreprendre. La première chose, c'est d'abord une idée. Une idée, c'est une opportunité. Se rendre compte dans son quartier qu'il y a une opportunité qui sort. Ou bien dans la communauté, il y a tel besoin, comme disait le frère Abdurrahman, il y a un besoin qui n'est pas satisfait, ça devient une idée. Maintenant, il faut transformer l'idée en projet. Après avoir conceptualisé l'idée qui est une opportunité, il faut maintenant trouver les hommes qui vont porter le projet. Et ça également, c'est pas acquis. Il faut vraiment savoir manager, savoir détecter les talents, savoir les gérer pour pouvoir concrétiser l'opportunité. Ensuite vient en troisième et en dernier lieu le capital. Souvent on a l'impression que c'est l'argent, en réalité l'argent vient en troisième position. Ce n'est pas l'argent qui détermine, mais l'argent vient en troisième et dernière position. Et je peux vous assurer que ce n'est pas la ressource qui nous manque le plus en réalité. C'est avoir des bonnes idées, dénicher des bonnes opportunités, trouver des hommes capables de les porter pour les rendre réellement concrètes sur le terrain. Voilà un peu à peu près sommairement les trois piliers d'un projet d'entrepreneuriat. Il est important carrément de se faire consulter, d'aller à l'école du management pour peut-être mieux comprendre les multiples contraintes liées à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'objectif pour nous, frères, c'est dans la foi, c'est simplement de vous donner une idée, ne serait-ce que ramasser. Frère Hamid Adamou, j'ai resté avec vous. On a l'impression, lorsqu'on regarde notre société, qu'il y a des gens qui sont nés pour être riches. Est-ce qu'on est entrepreneur ou on le devient? Cher frère, tu as posé une question pertinente et sensible. Il faut dire que même au niveau académique, dans les grandes universités, on n'arrive pas à trancher sur cette question. Est-ce qu'on est entrepreneur ou on le devient? Autrement dit, est-ce qu'il y a des profils prérequis pour être un entrepreneur? Globalement, on admet que chacun peut devenir entrepreneur dès lors qu'il a ce qu'on appelle les caractères prérequis pour être entrepreneur. Il y en a plusieurs. Vous allez retrouver une dizaine, une vingtaine, mais on peut le résumer à peu près à 5, à mon avis. Il faut d'abord être visionnaire et ambitieux. Pour être entrepreneur, il faut vraiment être visionnaire. Savoir vouloir atteindre quelque chose, avoir une ambition à long terme. C'est ça qui va te pousser à entreprendre. Deuxième caractère qui est essentiel pour être entrepreneur, c'est être persévérant. Quand tu inities un projet, généralement, tu rencontres beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. Si tu n'es pas persévérant, à la deuxième difficulté, généralement, tu abandonnes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on demande d'entreprendre dans des domaines où on est passionné. Parce que quand on a une passion, ça nous permet de résister, de nous accrocher au-delà des difficultés financières, opérationnelles qu'on peut rencontrer. Donc, être persévérant, c'est un caractère important pour pouvoir entreprendre. Le troisième caractère qui est également essentiel, c'est être optimiste, avoir confiance en soi. Ceux qui entreprennent, généralement, c'est des gens qui sont confiants en eux, qui sont optimistes, qui ne voient pas le verre toujours à moitié vide. Ils ont toujours espoir que ça peut aller. Lorsqu'on est pessimiste, on se dit de toute façon, ça va échouer. Tel a fait, il a échoué, pourquoi moi je pourrais réussir? Donc ça c'est important. Donc tous ceux qui sont entrepreneurs, généralement, sont optimistes, ils voient les choses du bon côté. Le quatrième, qui est également important, c'est savoir prendre le risque et le gérer. Si tu ne prends pas de risque, tu ne peux pas entreprendre. Et il ne s'agit pas de prendre aveuglément n'importe quel risque. Il faut savoir prendre le risque et prendre les mesures permettant de gérer ces risques. Et c'est ça qui différencie l'entrepreneur qui réussit et qui ne réussit pas. Il sait qu'il y a un risque lorsqu'il entreprend ce projet, mais généralement il essaie d'évaluer ce risque, il essaie de ressortir quelles sont les mesures nécessaires lui permettant de minimiser ou bien de gérer ces risques. Et le cinquième, qui est également important, c'est avoir une aspiration d'indépendance. Souvent, on peut être un salarié, chaque fin du mois, on attend son salaire, on a cette sécurité et souvent, ça nous endort. Les entrepreneurs, généralement, ont également soif d'être autonomes, d'être indépendants. Cette indépendance amène souvent à entreprendre pour ne pas dépendre de quelqu'un. Voilà de manière brève pour moi les 5 caractéristiques qui permettent de profiler
un entrepreneur, dès lors que vraiment on est en mesure d'adopter, d'avoir ce caractère-là, on peut réussir comme les autres entrepreneurs. Comme tout autre citoyen, les musulmans peuvent donc véritablement entreprendre. Il peut entreprendre et rester musulman, c'est-à-dire sauvegarder son identité islamique. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons à présent prendre une pause et nous allons vous rejoindre chez vous ou autour de vous, au cœur de la société. Les cadres musulmans venus de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa, du centre et du littoral se sont rassemblés du 22 au 24 décembre 2017. C'est lors de l'Assemblée générale nationale de la Ligue des cadres musulmans du Cameroun organisée au Centre de formation professionnelle de l'excellence de Douala. Pour cette édition, les cadres ont voulu prendre les taureaux par les cornes en débutant les assises par l'entrepreneuriat. Plusieurs experts sont venus échanger avec les cadres sur les montages et la réalisation des projets. Autre articulation et non les moindres, c'est l'examination de la politique générale de cette association et l'évaluation des activités des différentes branches. Ceci suivi de l'adoption des résolutions pour une action plus efficace de la LICAM. Nous avons posé des diagnostics, nous avons proposé des solutions que nous avons formulées sous forme de résolutions. Donc notre souhait, c'est que ces résolutions puissent être mises en application et puis nous espérons que derrière cela, nous allons tirer un bénéfice. Donc je ressors satisfait de cette Assemblée générale. Nous saluons la franchise avec laquelle les délégués se sont montrés pour débattre et, comme on dit, laver le linge sale en famille, et que chacun a dit ce qu'il avait sous le cœur. Et cela n'a pas été mal pris et chacun a pris cela comme des reproches normaux. Et des résolutions ont été donc prises pour que ces reproches soient résolus dans des jours à venir. Mais le plat de résistance de cette assemblée fut incontestablement la conférence débat du dimanche 24 décembre sur les thèmes cadre musulman et contribution au développement. Après l'intervention de l'historien Fouapon Alassane, du théologien imam Mohamed Ali Bayero et du coordonnateur national, les frères Ismaël Boyomo, les échanges avec les participants furent riches, constructifs et satisfaisants. J'espère que ce ne sera pas juste des paroles en l'air comme d'habitude. Parce qu'on a l'impression que depuis, quand il faut faire des conférences, la communauté musulmane dit de très bonnes choses, mais après on ne fait rien. Et donc j'espère réellement que cette fois-ci, au sortir de ceci, ce qui a été dit sera effectivement mis en application. Que les gens vont se mettre ensemble pour régler nos problèmes d'éducation, nos problèmes de santé, nos problèmes de sous-développement. May Allah help us really to implement all these good ideas that have been raised here, so that at least our community will become one that is developed. Au bout de cet événement, les cadres musulmans ressortent plus confiants, plus déterminés et décidés à donner leur contribution pour le rayonnement de notre société. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous parlons de l'entrepreneuriat et nous sommes en compagnie de trois frères qui, d'une manière ou d'une autre, sont sur le terrain de l'entrepreneuriat. Nous sommes avec le coordonnateur national de la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, le frère Ismaël Boyomo, qui est aussi un chef d'entreprise, donc un entrepreneur. Frère Ismaël, nous avons tout à l'heure écouté le frère Hamid Adamou qui est d'abord revenu sur la science, c'est ce qu'il faut faire en réalité pour pouvoir aujourd'hui monter son entreprise. Je voudrais quand même qu'on reste sur la dimension islamique. Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'entrepreneuriat islamique? C'est d'abord d'incarner au quotidien, n'est-ce pas, les valeurs islamiques, d'intégrer les valeurs islamiques dans son activité. Ça veut dire que à la base, on va éviter tout ce qui est illicite dans nos activités, que ce soit l'activité elle-même, que ce soit les transactions elles-mêmes. On va éviter la duperie, on va éviter de tricher, on va éviter le dol, c'est-à-dire de tromper quelqu'un, de faire semblant. On va éviter tout cela
c'est ça qui va donner une valeur ajoutée. Et je crois que même ceux qui ne sont pas des musulmans trouveront plus d'intérêt, ce sera un facteur attractif, trouveront plus d'intérêt à travailler plutôt avec des musulmans qui ont plutôt des valeurs éthiques vraiment acceptables, de très bonnes valeurs éthiques et morales. Ils seront plus à l'aise à travailler parce qu'il y a des entrepreneurs justement qui sont des entrepreneurs véreux, qui profitent soit de l'innocence, soit de la non-vigilance de certaines personnes pour pouvoir, n'est-ce pas, les estorquer et les duper. Barakallahu fi Cordo, frère Abdourahmane Lamine Ba, quoi qu'on dise, les limites dans le cadre de l'entrepreneuriat du musulman sont nombreuses. Je ne pense pas que les limites soient nombreuses dans le cadre de l'entrepreneuriat du musulman, mais dans chaque domaine, il y a ses règles. Donc le musulman, lui aussi, ce sont des règles que la charia, que la législation islamique lui impose. Et tout ceci pour son bien-être à lui et le bien-être de toute la société. Dans les secteurs d'activité que vous avez cité tout à l'heure, tous nous sommes unanimes, et même pas nous seulement, mais toute personne douée d'une raison saine peut dire les méfaits que causent ces domaines-là. Le musulman, du moment où il s'assure du caractère licite dans le domaine où il veut se lancer, et il s'assure connaître ce que demande la réglementation, la législation en place, il s'assure que lui, il est capable de faire cette tâche-là, puisque l'islam n'encouragerait pas quelqu'un à prendre quelque chose, à entreprendre une action que lui-même, il n'est pas sûr de pouvoir l'amener à terme ou bien l'amener à bien. Donc ce sont des choses qui non seulement permettent au musulman lui-même de pouvoir mener bien sa tâche, mais ça assure aussi à toute la communauté qu'il ne soit pas pris à la légère la production de la richesse ou bien la sauvegarde de la richesse elle-même. Si on prend un verset dans la sourate An-Nisa, la sourate Les Femmes dans le Coran, les personnes qui ne sont pas capables de gérer leur héritage, Allah subhanahu wa ta'ala demande que cet héritage-là ne leur soit pas remis tant qu'ils ne seront pas en mesure de prendre en charge leurs propres biens. Donc l'islam, c'est ce que l'islam fait pour toute l'humanité. L'islam s'est assuré de mettre des règles qui vont dans le sens de protéger la personne elle-même et puis de protéger toute la communauté, parce que les biens font partie des choses sacrées que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nul ne doit toucher à l'âme du musulman, à porter atteinte à sa vie, à ses biens, à sa dignité, et il en est de même pour toutes les autres choses. Frère Abdourahmane Lamine Ba, allons-y sur le domaine du capital, parce qu'aujourd'hui pour avoir de l'argent il faut aller à la banque. Les musulmans appellent des structures où il peut aller prêter, où il peut se tourner. Frère Abdourahmane Lamine Ba, nous savons aujourd'hui, pour pouvoir avancer comme il se doit, il faut falloir passer de gauche à droite, il va falloir mettre la main dans la poche. Nous savons que tout cela est strictement interdit. Il y a beaucoup d'autres exemples qu'on peut prendre. Est-ce que dans un environnement comme celui-ci, véritablement, vous nous dites que malgré ces contraintes-là, on doit quand même rester ferme et il est possible qu'on avance? Il est non seulement possible qu'on avance, mais il est sûr qu'on avance. Parce que pourquoi est-ce qu'on s'accroche à respecter toutes ces règles? C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé, l'a imposé. Et qui est le pourvoyeur de richesse? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le pourvoyeur de richesse. Mis à part le fonctionnement des banques, des crédits et autres, dont je ne m'attarderai pas trop à y parler, je pense que le frère Hamid est mieux placé pour nous en dire quelque chose. Mais quant à passer de gauche à droite, je comprends ce que vous sous-entendez, peut-être se livrer à des actes de corruption, de trafic d'influence, ça, même la réglementation, mais la législation de notre pays l'interdit. Des institutions ont été mises en place pour combattre ce phénomène. Donc je ne vois pas comment est-ce que le musulman, au lieu d'être fier de ce que l'islam lui avait déjà prescrit au départ, il viendrait chercher à entrer dans des circuits où il n'est pas sûr de s'en sortir. Frère Hamid Adamou, le frère Abdourahmane Lamine Ba vous a interpellé, c'est normal. Vous êtes un scientifique, un financier, vous êtes un gestionnaire de formation, vous êtes véritablement dans les milieux des affaires. Frère Hamid Adamou, au-delà des discours, au-delà des théories,
sur le terrain, il faut véritablement de l'argent pour pouvoir faire une affaire, pour pouvoir monter une entreprise. Est-ce qu'au vu véritablement de notre réglementation, au vu des us et coutumes dans notre société, vous pouvez nous dire en tant que scientifique qu'on peut véritablement exceller et rester musulman? Effectivement, je suis convaincu qu'on peut entreprendre sans pour autant avoir à négocier ces principes religieux, comme a dit le frère Abdurrahman. Pour la simple et bonne raison, l'islam, dans sa philosophie de manière générale, n'interdit pas une chose sans pour autant donner une alternative. L'islam a interdit certes le riba, mais l'islam a donné d'alternatives de financement. Pour revenir concrètement à l'entrepreneuriat, on a parlé du capital comme troisième pilier de l'entrepreneuriat. Les Américains disent qu'il y a 3 types de financement. Family, friends and fools. Il y a la famille, il y a les amis, il y a les imbéciles. Donc, quand il y a un projet d'entrepreneuriat, le premier bailleur de fonds doit être d'abord ta famille. Dans certaines communautés au Cameroun, ils ont développé un réseau de financement qui est vraiment efficace à travers les tontines, tralala. Pour moi, on n'a pas d'abord forcément aller à la banque. Encore quand même, un premier projet n'est pas toujours bancable. Tu n'auras même pas accès à ces banques. Donc, deuxième source de financement, c'est les amis. Avoir un réseau d'amis à qui tu présentes un projet, souvent si c'est un projet bancable, taille modeste, tu peux mobiliser le financement au niveau de tes amis. Troisième, comme on dit, souvent c'est les fools, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à prendre le risque avec toi pour aller de l'avant. Et ça peut être les banquiers, ça peut être n'importe qui. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu merci, il y a beaucoup d'alternatives, il y a beaucoup de financements qui sont licites au Cameroun. On n'a pas besoin de se contredire, je vais dire. Et il faut aussi noter que le fait de travailler avec une banque ne veut pas forcément dire tu prends du riba. Tu peux avoir une relation bancaire saine sans pour autant emprunter, prendre du riba. Donc, un entrepreneur musulman n'a pas à bannir la banque globalement dans sa vie. Il peut avoir un compte courant qui travaille sans problème. Il peut avoir un compte d'épargne. Il peut avoir d'autres services bancaires qui ne sont pas forcément, qui ne comportent pas forcément du riba. Donc, je continue à dire que pour moi, la religion n'est pas une contrainte en tant que telle. Dans tout ce qu'on a dit comme halal, haram, l'illicite représente quoi? 2 à 3%. C'est vraiment peanuts par rapport à ce qui est permis. Et on sait qu'en islam, la règle, tout ce qui concerne l'adoration, la règle, tout est interdit jusqu'à ce que la charia le permet. Dans la vie sociale, dans la vie économique, c'est l'inverse. Tout est permis jusqu'à ce que la charia l'interdise. Donc la règle, c'est la permission en matière des affaires. Donc, tout est permis jusqu'à ce que les textes interdisent. Et on a cité ce que les textes interdisent. C'est vraiment peanuts par rapport à l'éventail d'opportunités dont les musulmans disposent. Et par rapport au financement, Dieu merci, aujourd'hui, il y a beaucoup d'alternatives. Quelqu'un peut lever les financements sans pour autant prendre du riba. Donc, vraiment, ce n'est pas raisonnable et ce serait injuste aujourd'hui qu'un entrepreneur se dise qu'il est bloqué par la charia pour entreprendre. Ça, c'est mon avis. C'est votre avis, frère Hamid Adamou, c'est l'avis de l'expert que vous êtes, c'est l'avis aussi de l'homme du terrain. Jazakumullahu khairan, frère Ismaël Boyomo, qu'Allah vous récompense. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons prendre une autre pause. Nous allons, après cette transition, recevoir sur ce plateau le directeur du Centre de formation professionnelle de l'excellence. Il va nous parler de la formation, parce que pour entreprendre, il faut aussi avoir la formation. Quelles sont les formations qui existent sur le terrain, qui nous propose d'ailleurs le Centre de formation professionnelle de l'excellence qui nous accueille aujourd'hui ici dans le cadre de cet enregistrement. Ça sera après cette courte pause. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs dans la foi. Le Centre de formation professionnelle d'excellence de Douala a innové dans ses formations en intégrant le module de formation sur l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle s'est rendu compte que les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi ne sont pas tous absorbés par les emplois salariés. Et donc, une autre approche est celle de vulgariser donc les emplois indépendants.
Et dans le module de formation ou dans l'ingénierie de la formation professionnelle, nous avons intégré, après l'analyse de la situation de travail, ce que nous appelons dans notre jargon l'AST, nous avons donc intégré donc deux modules de formation liés donc à l'insertion et à la vie professionnelle. Parce que pour s'insérer dans la vie professionnelle, il faut avoir un certain nombre de prérequis, il faut avoir un certain nombre de compétences. C'est pour cela que nous avons mis à ce niveau-là deux modules de formation et nous avons mis donc des incubateurs d'entreprises au niveau du centre de formation professionnelle d'excellence de Douala pour permettre aux jeunes qui viennent en formation d'entreprendre et de pouvoir s'insérer facilement dans le circuit productif à la fin de la formation. Parce que la formation est un investissement. Et à la fin de cet investissement, il faut donc rentabiliser. On ne peut que rentabiliser la formation que par l'insertion socio-professionnelle. Et nous avons donc des start-up que nous développons au niveau du centre de formation professionnelle. Nous avons des incubateurs que nous développons aussi au sein du centre de formation professionnelle pour que les jeunes puissent entreprendre. Car après une formation, je prends le cas par exemple de quelqu'un qui se forme dans le domaine du stylisme et modélisme, il sera très difficile pour lui de s'intégrer dans une entreprise parce que notre tissu économique ne présente pas des industries dans le domaine de la production vestimentaire. Donc il est obligé de s'insérer à son propre compte. Et pour s'insérer, il a besoin de monter son propre projet. Il a besoin d'avoir des outils de management pour gérer sa structure. Donc nous développons des compétences à ce niveau-là. Donc il y a trois types de compétences que nous développons. Les compétences liées au métier et au secteur d'activité, des compétences liées à l'entrepreneuriat et des compétences liées au management. Donc voilà donc les différents modules de formation que nous développons à ce niveau afin que les apprenants qui arrivent au centre de formation professionnelle puissent exceller dans le monde socio-professionnel. Retour sur ce plateau de vitrine de l'islam, nous remercions monsieur le directeur du centre de formation professionnelle de l'excellence pour son éclairage. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons continuer avec nos trois invités. Nous sommes en compagnie des trois hauts cadres qui nous parlent de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Frère Abdourahmane Lamine Ba, c'est possible aujourd'hui d'entreprendre, c'est d'ailleurs nécessaire pour les musulmans d'entreprendre. Quels sont donc les domaines promoteurs, quels sont les domaines dans lesquels on doit aujourd'hui orienter notre entrepreneuriat? Je pense que l'éducation est un domaine prioritaire dans lequel la communauté musulmane devrait se lancer. Et à ce titre, je pourrais mentionner l'expérience qui est en cours au niveau de Maroua. C'est une expérience pas à but lucratif, mais à but plus social. Un établissement d'enseignement primaire et maternel qui a été créé par une association et qui aujourd'hui, c'est sa 4e année qui a commencé, alhamdoulilah. Les uns et les autres dans la communauté apportent leur contribution pour l'édification, puisque actuellement l'établissement est en location, mais bientôt la construction sera lancée, et ceci par des fonds qui ont été levés au sein de la communauté par des personnes qui ont adhéré à ce projet et qui y croient. Donc ce sont eux qui sont en train de financer le projet de cet établissement scolaire, un complexe scolaire Al-Manhal qui est situé à Maroua et qui bientôt, Inch'Allah, sortira de terre. C'est un exemple parlant. qu'Allah vous récompense, frère Abdourahmane Lamine Ba, ainsi que tous ceux qui sont à l'initiative de ces projets. Ô combien important le domaine éducatif doit interpeller véritablement tout le monde. Nous allons continuer avec vous, frère Hamid Adamou. Nous allons rester dans le cadre des témoignages parce qu'on a l'impression que l'entrepreneuriat est réservé à une certaine catégorie de personnes. Il y a encore quelques jours, vous avez mis sur pied avec certains frères une microfinance islamique. Frère Hamid Adamou, on avait l'impression que c'est impossible ici au Cameroun, mais c'est désormais chose faite. Comment ça s'est passé d'une manière simple, frère Hamid Adamou? C'est pas aussi simple de décrire un processus qui a pris 2 à 3 ans. Et ce que je peux dire, comme tu l'as mentionné, Dieu merci, on a pu ouvrir la première microfinance islamique à Ngaoundéré. Justement, l'idée, c'est qu'on s'était rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs musulmans étaient
buter à ce problème de financement qui soit conforme à la charia. C'est ça qui avait motivé l'élite à mettre en place cette microfinance avec un plan stratégique qui vise à avoir une assurance islamique et une banque islamique à moyen et à long terme. Je peux dire, si je peux me résumer, deux choses qui ont permis la réussite de ce projet. D'abord, c'était la mobilisation, parce qu'on a pu réussir à mobiliser toute l'élite du Cameroun du nord au sud, indépendamment de leur région, de leur ethnie. Je crois que ça, c'est un atout. Aujourd'hui, la structure a à peu près un actionnariat, certes atomisé de 100 personnes, mais 100 personnes qui ont pu mobiliser de centaines de millions. Une personne n'aurait pas pu le faire. Donc pour moi, ça c'est l'expérience que je dis, c'est que lorsqu'on se réunit, lorsqu'on se mobilise, comme on dit, on peut faire bouger la montagne, on peut faire des choses. Ça, c'est la première chose, il faut qu'on puisse se mobiliser. Deuxième chose, c'est vraiment la persévérance, comme je disais. On a rencontré beaucoup de difficultés. Si on s'était découragé à la 3e ou à la 4e, à la 5e, à la 6e difficulté, le projet n'aurait pas pu avoir. Et donc, il faut, lorsqu'on initie un projet, il faut s'attendre à des difficultés, il faut être persévérant. Comme Allah dit, Allah est toujours avec les patients. Donc, lorsqu'on patiente, on persévère, ça aboutit. Et ce que je peux dire, le troisième, c'est qu'il faut savoir commencer des choses modestement, qu'on fasse grandir. On parle souvent de banques islamiques, tralala. Pour faire une banque aujourd'hui, il faut des milliards. Il ne faut pas trop rêver, il faut commencer avec des choses modestes, les faire grandir, ce qu'on appelle scalability, c'est-à-dire faire évoluer, grandir une chose. Il faut qu'on apprenne à commencer avec petites choses. Au lieu de dire qu'on va faire un hôpital islamique de référence, commencer par un petit dispensaire, un centre de santé, et on va grandir. Voilà ce que je peux apporter comme témoignage, comme expérience par rapport à ce projet. Donc c'est les trois éléments. Une mobilisation de toute la communauté ou une mobilisation associative pour donc monter des projets rentables, des projets qui permettront incontestablement aux uns et aux autres de pouvoir s'épanouir. Qu'Allah vous récompense, frère Hamid Adamou, et tous ceux-là qui se sont déployés pendant 3 ans, vous l'avez dit, pour mettre sur pied la toute première microfinance islamique au Cameroun. C'est incroyable, mesdames, mademoiselles, messieurs, mais c'est vrai. Frère Ismaël Boyomo, vous avez commencé pratiquement seul, vous avez fait cavalier seul, mais vous avez aussi d'une manière ou d'une autre réussi parce que vous êtes toujours en vie, votre entreprise est en vie. Ça veut dire qu'on peut commencer seul, comme on peut commencer en association. Est-ce qu'on peut partager votre expérience avec ceux qui nous regardent à travers Canal International? C'est exactement ça, on peut avoir une expérience individuelle en fonction des convictions, de l'idée qu'on a. Une idée assez originale. Je crois que je veux d'abord revenir sur la question que vous avez posée tout à l'heure, Frère Abdourahmane. Quels sont les secteurs prioritaires dans lesquels on a investi? On a l'impression, si on écoute cette question, qu'on peut investir sur tout. Parce que rien ne bouge en réalité, rien n'a bougé. Tout est prioritaire en réalité. Bon, maintenant, si on doit classifier véritablement des choses, alors on va commencer par les infrastructures sociales, comme les écoles, les hôpitaux, parce que c'est vital. L'alimentation, bien entendu, ce qu'on a oublié, le vestimentaire, et puis l'immobilier. C'est des secteurs prioritaires. Justement, en parlant d'immobilier, nous avons visé sur ce secteur parce qu'on a remarqué que il y a un passé très très récent, la plupart des musulmans qui arrivaient dans des grandes villes venaient là en tant que soit commerçants, soit fonctionnaires, et repartaient bredouille, restaient pratiquement en location parce qu'ils ne s'intéressaient pas à la chose foncière. Et la preuve, c'est qu'ils n'ont pas fait trop d'investissements parce qu'ils n'avaient pas la propriété foncière. On s'est dit, écoutez, on va donc apporter notre expertise dans ce domaine-là. Et nous avons commencé avec un budget très très modeste de 700 000 francs, qui n'est pas une grosse somme pour monter une telle structure. Et véritablement, je peux vous assurer que au bout de 6 ans aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Donc, l'entreprise se porte très bien. Vous avez commencé avec 700 000, vous êtes à combien de millions aujourd'hui, si ce n'est pas indiscret? Non, vous savez qu'il faut d'abord
On ne peut pas véritablement faire un inventaire aussi rapide comme ça autour d'un plateau. Ok. Je retire donc ma question. Vous comprenez pourquoi les chefs d'entreprise refusent véritablement de répondre sur son capital actuel. Mais laissez-moi vous dire que l'entreprise vit véritablement. Merci frère Ismaël Boyomo pour ce témoignage qu'Allah vous récompense. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Nous allons faire un tour de table. Nous allons donner quelques secondes à nos différents invités et pour écouter leurs derniers mots. Frère Ismaël Boyomo, ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau. Qu'Allah vous récompense de répondre favorablement à nos invitations pour éclairer, pour partager votre expérience avec ceux qui nous regardent régulièrement ce canal d'international. Quel est votre dernier mot? Le dernier mot, c'est d'abord de remercier Canal 2 pour cette facilité qui nous accorde de communiquer et d'essayer de passer le message constamment, d'assister à nos activités. Vraiment, nous les remercions de tout cœur et de vous remercier personnellement quant au dévouement, à l'engagement que vous mettez pour, n'est-ce pas, divulguer le message d'Islam qui va au-delà, n'est-ce pas, de nos frontières. Je veux faire un témoignage vivant ici. On a eu quelqu'un, une famille, vraiment qui s'est islamisée parce qu'ils ont suivi une émission de Canal 2. Je crois qu'ils vous ont appelé. Après, vous avez dit non, allez à Yaoundé, j'étais encore le président national de la Kamsou. Il est venu, lui et son épouse, et on l'a islamisé parce qu'il trouvait pertinent, n'est-ce pas, et les analyses et les points de vue de l'islam. Donc, c'est une reconnaissance vraiment qu'on adresse à l'endroit de Canal de tout le personnel qui travaille en arrière-plan, qu'on ne voit pas, qui se mobilise. Je vois souvent à Yaoundé, ils se déplacent, c'est des équipes mobiles qui se déplacent bravant tous les risques possibles. Et je voudrais finir en disant que l'entrepreneuriat est une opportunité qu'il faut saisir. C'est une alternative sérieuse qu'il faut saisir pour juguler le problème du chômage, de l'oisiveté. On ne devrait pas se mettre à attendre des postes dans des institutions forcément. On doit forcément aussi embrasser, Inch'Allah, ce domaine-là. Merci aussi au frère Hamid Adamou qui pour la première fois intervient sur ce plateau de vitrine de l'islam. Nous espérons que ce n'est pas la dernière. Frère Hamid Adamou, quel est donc votre dernier mot à l'endroit de tout ce qui nous regarde, et notamment relatif au thème du jour, l'entrepreneuriat? Je commencerai également par remercier l'émission Vitrine de l'Islam et Canal 2 pour les efforts qu'ils font afin de diffuser le message de l'islam. Et je voulais conclure rapidement pour interpeller la jeunesse musulmane à s'émanciper de tabous, à s'émanciper de certains blocages qui n'ont pas forcément de fondement en islam, pour pouvoir devenir des acteurs de développement dans leur communauté, dans leur pays. Pour moi, l'islam, c'est beaucoup plus de valeurs qui doivent nous booster et non pas pour nous clouer au pilori comme les gens pensent. Non. Moi, j'interpelle les jeunes, surtout les jeunes, à s'émanciper, à devenir vraiment des acteurs dynamiques dans leur pays et dans leur communauté. Voici un peu le message que je profite pour lancer sur votre plateau. Barakallah Fir, une fois de plus, frère Hamid Adamou. Nous allons rapidement prendre les derniers mots de notre frère Abdourahmane Lamine Ba, frère dans la foi. Il faut le rappeler qu'il est le coordonnateur régional de la LICAM de l'extrême nord. Nous l'avons eu juste après l'assemblée générale de la LICAM qui a été organisée ici à Douala du 22 au 24 décembre 2017. Frère Abdourahmane Lamine Ba, je rappelle que vous êtes professeur d'arabe de formation. Vous êtes aussi le chef d'antenne de l'ECAM dans une des arrondissements de Marois. Vous n'êtes pas là au nom de l'ECAM, vous êtes là au nom de l'élite musulmane, mais il était important pour nous de les rappeler. Vous êtes aussi à la base d'une école islamique, d'un complexe islamique qui a vu le jour il y a de cela 4 ans aujourd'hui. Quel est donc votre dernier message à l'endroit de nos téléspectateurs? Merci frère Koiranga, à toi et à tous ceux qui aident à faire parvenir ce message. Mon dernier mot, c'est d'encourager la communauté musulmane à œuvrer ensemble, à se mettre ensemble pour faire ces réalisations. Parce que les gens se découragent un peu trop vite ou bien un peu trop en voyant des expériences qui n'ont pas abouti. Donc ce ne sont pas
certes, toutes les expériences qu'on va entreprendre qui vont aboutir, mais on peut se servir de ces échecs pour que les expériences que nous entreprenons actuellement puissent aboutir. L'école que j'ai dit tout à l'heure, le complexe scolaire Al-Manhal qui se trouve au Maroc, qui est porté par l'association OSCAM, elle est là, elle existe, et c'est par l'effort des uns et des autres qu'elle est en train d'avancer. Donc les musulmans à travers le territoire national, si ils peuvent s'associer pour réaliser le même genre de projet dans leur région, et pourquoi pas nous faire partager aussi leur expérience venant d'ailleurs. Assalamu alaikum. Merci à vous, frère Abdurrahman Laminba. Merci au frère Hamid Adamo. Merci à Ismaël Boyomo. Merci aussi à vous, frère dans la foi, qui est derrière votre petit écran. Merci à la grande équipe qui s'est mobilisée pour l'enregistrement de cette émission. Merci à Calvin Tekam. Merci au frère Ousmane. Merci à toute l'équipe de Canal International qui, au quotidien, œuvre pour que nous puissions diffuser. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, avant de partir, nous allons donc tout simplement vous rappeler ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit: adore Allah où que tu sois. Adore Allah où que tu sois, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans ton bureau, que ce soit dans ta famille, frère, c'est dans la foi. Il faut penser qu'il y a Allah exalté soit-il et qui a véritablement prescrit son adoration. Vendredi prochain, ça sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission des vitrines de l'islam. D'ici là, cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.